Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM, Taxi Price, nouvelle saison, nouveau format, vous le verrez, mais avec toujours mes confrères journalistes. Ensemble, nous analyserons et commenterons les grands sujets de l'actualité. Nous vous permettrons à vous aussi, auditeurs, d'intervenir pour exprimer votre point de vue sur les sujets au débat, mais ça se fera vers la fin de magazine. Ce matin, nous souhaitons aborder la question de la lutte contre la corruption. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et ses infractions assimilées a lancé jeudi dernier, vous le savez, une campagne nationale de sensibilisation contre la corruption et ses corollaires. Est-ce une opération de charme ou un engagement réel des gouvernants togolais? On va en parler avec les confrères en studio. Sur le plan politique, ça patine toujours en termes de résolution de la crise politique au Togo. Même si des initiatives sont prises au niveau de la CENI, beaucoup de nos concitoyens ont toujours le sentiment du statu quo. Alors, une question aujourd'hui, faut-il douter de l'efficacité de la CEDEAO tant vantée? Peut-on déjà parler de l'échec de la CEDEAO de Bouhari à régler le problème togolais? Avec mes confrères, on reviendra sur le sujet. Bienvenue. Taxi FM 93.1. Retour en studio avec mes confrères Sylvestre Béni du journal La Manchette. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Taxi FM. Vous allez bien? Très bien, je suis en forme. Merci de nous avoir rejoints. Merci. Bonjour Michel Tchadja. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs de Taxi FM. On sera rejoint tout à l'heure en studio par Elom Atisogbe et Jacques Diakouti. Je voudrais qu'on commence par un sujet santé. Ce matin, le confrère Courrier de la République revient sur le cas de CHU Sylvanus Olympio lié donc au système de soins au Togo globalement. Alors, ce travail a permis au journal de toucher du doigt le calvaire des patients et de leurs accompagnateurs. Il n'y a pas de sang au Togo. Il y a une campagne quand même très régulière au niveau du centre de transfusion sanguine pour quand même demander à nos concitoyens, à nous tous finalement, de faire don de sang pour les patients, puisque le sang est tellement difficile à avoir aujourd'hui quand vous avez un malade à l'hôpital. Alors, au-delà de ça, la question qui revient, c'est le scandale, l'enquête publiée il y a quelques semaines par le confrère L'Alternative et la sanction qui a suivi au niveau du CHU Sylvanus Olympio, où le directeur a communiqué qu'il n'est plus permis au docteur Guy Alovor mis en cause d'exercer, en tout cas de venir opérer au niveau du CHU Sylvanus Olympio. Est-ce que ce scandale vous a touché, Sylvestre? Oui, évidemment. Vous savez, il y a plusieurs donc de ces associations qui viennent au Togo sous forme donc d'humanitaires et autres, mais finalement au-delà. Maintenant, aujourd'hui, nous connaissons les instants cachés donc de plusieurs de ces missions. Il y a beaucoup qui viennent, ne serait-ce que pour faire des affaires, et puis je crois que le journal Alternative a bien fait donc d'aller au fond donc de ce sujet. Donc je tiens également à féliciter ce journal parce que ils ont quand même trouvé des documents assez difficiles à avoir, et l'homme en question a avoué véritablement que et tout ce que Alternative a relaté, c'est vrai, sauf que il revient quand même sur certains détails, la manière même donc de poser le sujet qu'il indispose. Mais je crois que là, ce n'est pas le problème. Oui, l'important, c'est que
les faits sont réels. Maintenant, quand le gouvernement la réaction de l'autorité par rapport à ce scandale. la réaction de l'autorité, moi je veux dire que je suis resté sur ma soif parce qu'il est vrai, ils ont quand même pris des mesures contre le principal et auteur donc de la chose, mais vous devez également savoir qu'il n'est pas le seul dans cet exercice-là. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui sont ici, il y a des complices au Togo, visiblement, parce qu'il ne sera pas quand même le seul, il y a des complices au Togo, mais pour l'instant on ne parle pas de ces complices-là, et on ne dit rien, on a sanctionné le monsieur, un point trait. Non, je crois qu'il faudrait quand même qu'on aille au plus fond donc de ce sujet-là, de la question, pour qu'on puisse quand même retrouver les complices togolais et les sanctions. Il y a certains qui s'interrogent même sur cette sanction, si ça n'est une réellement, oui, justement, qui n'existe pas en réalité au CH. Voilà. Quand on lui dit, bon voilà. Voilà, il faudrait pas quand même que vous reveniez donc au CH. Je me dis que c'est trop léger, C'est pourquoi moi je dis il faudrait quand même qu'on aille au-delà donc de la cessation peut-être superficielle donc de ce monsieur et trouver les complices togolais et les punir, conformément aux lois de la République. Bonjour. Bonjour Eric et bonjour aux confrères. Merci de nous avoir rejoints. Michel Tchadia, est-ce que ce sujet n'est pas suffisamment grave pour qu'on puisse nous aider à mieux comprendre les tenants et les aboutissants au niveau des autorités, bien sûr? En réalité, après que le confrère Alternative ait publié son article avec toute la clarté du monde possible, après que certains confrères aussi les accompagner, les embattre le pas. Normalement, c'est le ministre même de la Santé qui devait monter le chrono pour situer les Togolais sur... Il devait communiquer. Il devait communiquer sur ça. Parce que désormais, les gens sont pris de peur. C'est-à-dire, aller à l'hôpital aujourd'hui... Oui, aller à l'hôpital devient un problème pour les Togolais. Parce que vous ne savez pas avec quelle sauce on va vous manger là-bas. Et quand c'est comme ça, dans une société, c'est les hautes autorités, les plus hautes autorités qui doivent renseigner sur la situation, rassurer la population. Si c'est le directeur du CHU, à ce que je sache, qui prend un communiqué que le gars il n'est pas autorisé à venir, ça n'a rien, ça ne veut rien dire. Tu l'as même dit, tu m'as marché même sur la langue. Parce que ça ne sert à rien. Cette sanction est nulle et de nul fait. Ça ne sert à rien. Et au-delà du fait qu'on ait sanctionné ce monsieur, c'est justement ce qui se passe au CHU. Ceux-là qui sont dans le réseau, c'est eux qu'il faut vraiment inquiéter. Alors, devons-nous finalement conclure qu'au CHU, c'est des réseaux qui travaillent? C'est des réseaux. Quand on est médecin, il faut appartenir à des réseaux. Oui, c'est des réseaux. C'est des réseaux qui travaillent. Et c'est un défi qu'on a lancé désormais au ministre Miji Jawa, parce que le projet de contrat dont on fait autour duquel on fait du boucan a du plomb dans l'aile. Si avec ce projet qui est censé améliorer les qualités des services à l'hôpital, si au-delà de tout ça, on voit des médecins et le personnel hospitalier s'organiser en réseau pour vraiment disons, oui, c'est-à-dire pour c'est pas perpétuer des pratiques qui sont longtemps vraiment décriées. Là, il faut qu'on repense cette affaire de contractualisation, parce que finalement on se rend compte que mais c'est en réalité on dit que c'est pour mieux protéger les patients, pour améliorer les conditions de soins, mais on se rend compte que, mais attention, il y a des réseaux. Vous avez envie aujourd'hui d'écouter le ministre Miji Jawa sur le sujet? Qu'est-ce qu'il en pense réellement? Puisque si c'est lui qui pilote. Là, visiblement, l'affaire là est vraie, puisqu'on a sanctionné oui, ça veut dire que ce que le confrère alternatif. Qu'est-ce qu'on dit pour rassurer l'opinion? Voilà, justement. Parce qu'aujourd'hui, on a peur de tomber malade. Et l'homme a Bon, moi je vais intervenir sur 3 volets. C'est vrai que cette affaire prend les devants de l'actualité depuis quelques semaines déjà. Premier volet, la sanction, oui, elle est bonne, mais elle est insuffisante.
justement parce que le colonel du CHU, Sylvanus Olympio, a juste sorti une note pour sanctionner celui qui est le principal mis en cause, sans pouvoir faire attention au réseau qui est en train d'opérer dans son service. Et donc aujourd'hui, ça veut dire que les patients sont toujours pas en sécurité. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a été sanctionné, oui, il a interdit d'activité pédagogique et de soins, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que le gars opère avec un réseau bien huilé. Maintenant, si pour des raisons ou pour une raison ou une autre, on essaie de protéger les autres et qu'on le sanctionne lui en tant que cerveau de l'opération, demain ne soyez pas étonné que le même monsieur essaie de mettre des gens dehors. Parce que la façon dont la sanction a été prise, c'est insuffisante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une sanction contre une seule personne. Alors que quand vous lisez l'article... Parce qu'on parle de la traumatologie. Oui, quand vous lisez l'article... La traumatologie. C'est ce que je dis. Quand vous lisez l'article, mais on a interrogé beaucoup de personnes. Oui, mais toutes ces personnes, est-ce qu'on a fait des enquêtes pour savoir si véritablement à quel niveau ils sont impliqués? Pourquoi est-ce qu'au niveau du CHU, on n'ouvre pas directement une enquête pour sanctionner, bien évidemment, tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à cette affaire? Moi, je me pose la question. Quelle est cette volonté de pouvoir sanctionner juste une seule personne et de faire passer l'affaire par perte de profit? Parce qu'on a sanctionné, oui, mais aucune note ne précise aujourd'hui qu'on a ouvert une enquête pour pouvoir démanteler les réseaux afin de le mettre à la disposition de la justice. Deuxième chose, j'ai lu un peu ce qui s'apparente à un droit de réponse du docteur concerné. Et moi, quelque part, dans ça, j'ai lu quelque chose qu'il a rapidement balancé pour dire que bon, pour essayer de faire peur aux confrères, que oui, il paraît que vous avez de l'argent à Ecobank. Je sais pas celui qui le conseille, mais en réalité, c'est des choses qui font pas peur à des journalistes, qui font pas peur à la presse. Si vous avez, vous aussi, des casseroles à brandir, tant mieux. Mais est-ce que le fond de l'affaire est vrai? Oui, c'est vrai. Et donc, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi il s'évertue à pouvoir passer par tous les moyens afin de pouvoir dire que non, tel confrère, ceci est quand même mauvais. Moi, personnellement, c'est des choses qui m'ont véritablement choqué parce que on peut pas, dans une société de droit, on vous dit que vous êtes impliqué dans une affaire scandaleuse et que vous avez fait ceci, fait cela. Mais au lieu de vous appesantir sur le fond de l'affaire, vous cherchez des noises à la personne. Franchement, véritablement, ça pose un problème de moralité de la personne qui est en train enfin, qui a le cerveau de cette opération, et peu importe son expérience, hein, c'est pas au Togolais de pouvoir faire quelque chose enfin, se renseigner, il dit qu'il est membre qu'il est médecin en France et tout ça. Dans son cas, parce que, à ce que je sache, aucun médecin togolais ne peut débarquer en France aujourd'hui et rentrer dans un centre hospitalier et commencer par opérer. C'est pour ça que je vous parle de réseau. Il est rentré au centre hospitalier ici, il a opéré au bloc central, c'est ce qui a été dit. Il est allé au pavillon militaire, il a opéré au pavillon militaire. Oui, mais... Et le directeur du CHU dit qu'il n'est pas au courant. Oui, voilà, c'est ce que je dis. C'est extraordinaire. C'est pourquoi je dis, la sanction, c'est une sanction qui n'est pas du tout suffisante. C'est-à-dire, il faut que le directeur du CHU nous rassure qu'il va sanctionner tout le réseau. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut démanteler le réseau. Si les gens ne démantèlent pas le réseau, mais sanctionner quelqu'un comme ça, écoutez, bon, on m'a dit que c'est le cerveau de l'opération, oui, mais tous ceux qui sont impliqués dans le réseau, parce que tant que les gens qui sont impliqués ne sont pas sanctionnés, le mal va poursuivre. Et on ne peut pas aujourd'hui garantir les patients qui se font opérer au CHU, au service traumato, tous les jours, qu'ils sont à l'abri des prothèses périmées. Oui, il faut le dire comme ça. Parce que vous êtes sur un plateau, on vous anesthésie. Est-ce que vous contrôlez la prothèse qu'on vous met dans le corps? Non. Donc, le produit anesthésiant. Oui, mais donc il faut que le directeur du CHU poursuive les enquêtes ou bien ouvre une enquête en bonne et due forme. Et puis, troisième chose, c'est le silence du ministre de la Santé dans tout ça. Moi, personnellement, non, franchement, les gens vont penser qu'au niveau... Vous n'avez jamais été tendre avec le ministre. Oui, les gens vont penser qu'à notre niveau, au niveau de notre rédaction, on a quelque chose contre le monsieur, non, bien évidemment, mais quand vous avez un secteur sensible comme la santé, et qu'il y a un scandale qui se passe, et que beaucoup de personnes en parlent, et qu'il y a même une sanction, mais à ce jour, on n'a même pas eu connaissance d'une petite réunion, je dis une petite réunion, entre le ministre et les services administratifs du CHU Sylvanus Olympio pour savoir le contexte et les conditions dans lesquelles ces histoires, enfin, ce scandale a éclaté. Oui, mais on a appris quand même qu'il y a des réunions qui se sont multipliées depuis lors. Oui, mais il faut communiquer. Mais que le ministre soit communiqué pour dire que bon, que oui, bien évidemment, j'ai pris en charge l'affaire et que je promets aux patients ou bien aux Togolais de pouvoir prendre des dispositions qui s'imposent. Oui, vous avez chaud dans la gorge. Oui, Sylvestre. Non, moi je crois que même au-delà de cette affaire, et je voulais quand même
interpeller la représentation nationale, parce qu'à un moment donné, il faut... L'Assemblée nationale. Oui, à un moment donné, parce que le ministre... Il semble que Mégogué. Non, oui, je crois qu'à un moment donné, il faut interpeller le ministre, parce que si lui-même ne veut pas communiquer, il faut quand même le contraindre à le faire. Et puis, les députés ont quand même cette prérogative-là de convoquer le ministre devant l'Assemblée nationale. Ça prend beaucoup de temps. Oui, afin qu'il puisse justifier quand même ce qui se passe, parce que le silence du ministre, moi, me fait penser à beaucoup de choses, parce qu'on parle de réseau, et nous savons que dans ce pays, les gens, souvent, et ce plaisir-là de protéger les réseaux. Donc, il faudrait quand même que le ministre puisse communiquer sur quand même, ouvertement sur cette affaire-là, parce que j'ai l'impression qu'on a encore tendance à protéger des gens. Ces gens-là sont connus, mais on veut encore les protéger, comme on a l'habitude de le faire dans ce pays. Donc, que si le ministre ne veut pas parler, qu'au moins les députés puissent quand même l'interpeller et qu'ils viennent quand même s'expliquer devant la représentation nationale, parce que c'est une affaire nationale. C'est une affaire nationale. On parle de la santé publique. Oui, on parle de la santé publique. Et là, vous avez, ils ont quand même pris soin de sanctionner. Bon, quelqu'un ne vient plus au pays, ben, d'accord. Mais le réseau qui est ici, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis les prothèses périmées, ça veut dire qu'il y en a encore. Où se trouvent ces prothèses-là? Ah oui, dans le corps de certains. Dans le corps de certains. Voyez-vous? Il faut les identifier aujourd'hui. Voilà, il faut les identifier. Et donc aujourd'hui, je me dis que c'est une affaire nationale. Et mais s'il le faut, peut-être sous d'autres cieux, le chef de l'État même peut communiquer là-dessus. On a vu sur d'autres cieux. Le chef de l'État peut communiquer là-dessus. Le Premier ministre, qu'est-ce qu'il en dit? Le ministre ne dit rien, le Premier ministre ne dit rien, le Président de la République ne dit rien. Au niveau de l'Assemblée, on se tait. Alors que c'est une affaire nationale. Voilà, ça devient inquiétant. Michel, l'Assemblée nationale peut-elle se servir de ce dossier-là aussi? Mais, au fait, ça fait partie de leur rôle. Ça fait partie de leur rôle. Si l'Assemblée nationale se saisit du dossier, mais on ne peut que, comment l'appelle-t-on, les applaudir, parce que ça fait partie de leur mission. Mais vous savez, sur plein de dossiers, nos députés ont brillé par leur silence, que ce soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition. Mais si, du côté du pouvoir, on ferme les yeux parce que peut-être dans l'association, c'est leurs copains, leurs frères de parti, sœurs de parti, et l'opposition. Mais elle ne réagit pas aussi. C'est ça qui fait que aujourd'hui les Togolais, quand on parle de la représentation nationale, les gens vraiment sont perplexes parce que ces gens-là, ces madame et messieurs qui sont là-bas, franchement, on se pose la question au-delà de leur PDM. Est-ce qu'ils pensent au bien-être de leurs concitoyens, de leurs électeurs? On avait parlé ici, il y en a, quand ils sont élus, il y a qui sont, ouais, il y en a qui vraiment, qui sont tout le temps avec leurs électeurs, qui sont sur le terrain régulièrement, qui font ce qu'ils peuvent, en réalité, parce que leur PDM ne leur permet, il faut le dire, de... Non, c'est pas pour ça qu'on leur donne le PDM. Oui, et puis les députés ne sont pas là pour... ils sont chargés de porter les doléances de leur population au niveau du gouvernement. Mais beaucoup sont sur le terrain. Bon, certains sont sur le terrain, mais d'autres, ils attendent 5 ans avant de retourner. Mais il revient à la population de commencer par les votes sanctions maintenant. Hein. Ah oui. Ouais, il faut réveiller les populations. Parce que c'est des individus qui, vous allez voir que dans quelques semaines, ça va commencer. Ils vont, ça a déjà commencé. Ils vont commencer avec des petits cartons, ils viennent, ballons, ils se cachent derrière ça. Et puis juste après, les populations sont toujours dans leur situation antérieure. Il faut quand même que les gens comprennent les Togolais dépassent ça. On veut bien vivre. Et il faut que ceux qui sont vraiment, ceux qui ambitionnent être à l'Assemblée nationale, c'est que notre devoir de journaliste, c'est ça aussi, éveiller la population. Et ça, on le fait quand même. On le fait, mais bon, ce n'est pas suffisant, on doit toujours continuer. Voilà. Et là, Mathis Ogbe, vous insistez là-dessus, il faut que le ministre puisse parler dans cette affaire. Non, mais vous voulez l'écouter? Non, mais véritablement, parce que cette affaire-là, c'est pas une affaire qui va se passer à un niveau secondaire. C'est-à-dire que le gouvernement est directement concerné par ce scandale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... À la lieu où vont les choses, visiblement, je veux dire, on est en train de noyer le problème. Ça fait déjà 3 semaines, 4 semaines, voire 4 semaines. Il n'y a rien de probant. On n'en dit absolument rien. Oui, mais c'est dans le pays dans lequel nous sommes. Malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe sur le terrain, on parle de la santé et qu'il y a des choses qui ont éclaté par rapport à une affaire. Le directeur du CHU sanctionne, le ministre se tait.
Et bon, tout le monde fait comme si tout allait bien. C'est une sanction inutile. La sanction du directeur du statut là, c'est une sanction inutile. Oui, c'est pourquoi je dis tout le monde fait comme si tout allait bien, on laisse le réseau tranquille et puis on sanctionne celui qui vient, qui repart, parce qu'il est en France. Bon, les nôtres ici, on peut les garder. En attendant, on va voir Claire bientôt. Le ministre se tait, il continue de faire ses activités. Mais comme je l'ai dit, ne soyez pas surpris, moi je l'ai toujours considéré comme l'un des pires ministres de la Santé que le Togo ait connu. Rappelez-vous, je n'exagère pas du tout. Combien de fois vous avez vu le professeur Midia au front? La grève des médecins. Les médecins étaient partis, ont fait une marche pour aller demander au ministre, juste le rencontrer. Est-ce que ça s'est produit sous un ministre dans ce pays de la Santé? Pour voir un ministre aussi, on a besoin de protocole. Mais vous avez des interlocuteurs, des médecins. Si vous ne parlez pas à vos vis-à-vis, vous allez parler avec qui? Ouais. Et puis, pire, vous êtes du corps. Vous êtes médecin comme eux. Vous avez fait le même bâtiment qu'eux. Vous avez été chef service rhumato au CHU Sylvanus Olympio. C'est vos confrères. C'est pas quelqu'un qui vient de l'administration, je suis désolé. Mais si vous ne parlez, il faut une marche avant de voir un ministre, discuter avec lui des problèmes du pays, des problèmes qui se posent à un corps de métier. Et vous me dites que ce n'est pas l'un des pires ministres que le Togo ait connu. Moi, je le dis, je le répète. Monsieur Midi Awa est l'un des pires ministres de la Santé que le Togo ait connu. Par le passé, on a eu des ministres de la Santé. À l'affaire des moustiquaires, on en a connu également, bien évidemment. Avec Bertin Chalcondiac, je veux dire. Oui, voilà. Mais il y a des gens qui ont quand même travaillé. Même quand le ministère de la Santé était placé sous la primature, on voyait à Oumé Zounou faire le tour des centres hospitaliers. Combien de fois le ministre actuel a fait le tour des tours hospitaliers pour recenser les problèmes? Aujourd'hui, il y a un problème. Les projets oui, mais à part la contractualisation, aujourd'hui, il y a un problème de personnel qui se pose au CHU Sylvanus Olympio. Qu'est-ce qu'il en dit? Le personnel ANP est parti. On va revenir sur le sujet tout à l'heure, à encore 5 minutes. Mais nous allons marquer une pause. Retour en studio avec les confrères. Alors, la question de la santé inquiète finalement nos concitoyens. Est-ce qu'on pourra s'en sortir un jour? Est-ce que les Togolais auront le cœur net par rapport au fait que ils ont confié leur santé à des gens en qui ils ont mis confiance pour les protéger? Vous voyez que je suis un peu perplexe, je suis un peu perplexe à répondre à cette question parce que, vous savez, l'hôpital que nous avons aujourd'hui, qui malheureusement... Le problème n'est pas qu'au CHU, c'est Sylvanus Olympio. Oui, mais bon... Je ne sais pas si vous êtes arrivé de faire un tour au niveau du CHR Tchélier où il n'y a presque rien. Il n'y a presque rien, c'est pourquoi je dis que... Je vous invite à faire aujourd'hui, un tour comment est-ce qu'on appelle ça? À la réanimation du CHR Tchélier pour rendre compte du bazar. Je veux dire que le pays est sinistré et puis le domaine de la santé est également sinistré. Et j'ai l'impression également de dire qu'il n'y a pas une politique réelle donc, des gouvernants pour essayer donc, de revoir ce secteur-là. On nous a parlé de contractualisation, mais jusqu'à présent on ne voit pas les preuves de cette contractualisation. Et malheureusement que, du moins à Lomé, c'est le CHU Sylvanus Olympio que nous avons, du moins ce que nous avons, c'est-à-dire nous les prioritaires, parce que aujourd'hui, lorsque tu es souffrant, tu as une preuve que tu dois aller peut-être dans une clinique, et finalement on te sortira peut-être une enveloppe de 200 000, de 250 000, tu ne pourras pas. Donc tu es obligé, tu es contraint donc d'aller au CHU, et là, finalement, lorsque tu es même dans les locaux, tu as déjà peur. Parce que lorsque vous voyez même la vétusté des matériels, vous avez déjà peur. Un patient qui va à l'hôpital qui a déjà peur, imaginez psychologiquement ce que cela peut... Il est abattu. Voilà, il est abattu. Et puis il y a des stratégies. Je vous dis qu'il y a tellement de réseaux au niveau donc du CHU. Et là, le ministre, moi je le dis, le ministre doit tout faire pour qu'on puisse finalement, il est vrai, on a des matériels vétustes, le personnel, il est vrai, on a quand même de bons personnels, mais il n'y a pas de matériel, il ne peut pas faire de miracles. Peut-être que le ministre est beaucoup plus occupé par son cabinet aussi. Non, moi je veux même pas parler de ce ministre-là parce que tout ce que je dirais, c'est comme si je suis en train donc de gâcher mon énergie parce que c'est un ministre qui ne faut même pas en parler parce que le gars ne fait pratiquement rien à ce niveau-là. Je ne sais même pas si c'est une forme de remerciement qu'il est là. Non, mais ça on peut pas dire qu'il fait rien. Il ne fait rien. Eric, je veux dire, le monsieur ne fait rien. C'est pourquoi moi je ne voulais même pas perdre de l'énergie en parlant de ce ministre-là.
pour moi, il y a personne donc à la tête donc de ces structures au Togo. Il y a personne. C'est pourquoi tout à l'heure je dis qu'il faut que la représentation nationale puisse se saisir du dossier. Alors, vous avez vu l'affaire Benalla donc en France. Oui, bien sûr. Vous avez vu quand même tous les canaux. Même le chef de l'État a communiqué là-dessus. Donc, si ce ministre-là, oublions ce ministre-là, et que la représentation nationale ou le Premier ministre, le président de la République puisse finalement et pencher sur ce dossier-là. Parce que ça va faire des émules. Ces gens-là qui sont là et qui sont impunis, vous verrez que peut-être dans 1 ou 2 ans, c'est encore d'autres affaires que nous allons encore soulever. Et finalement, c'est le cycle, quoi, au Togo. Le feuilleton, quand même, au niveau du CHU, et on n'a pas encore fini de pulcher quand même les pages. Mais Michel, à cette allure, est-ce que nos concitoyens ne finiront pas par reprendre leur souveraineté au niveau de la santé? C'est-à-dire qu'on a confié aux gens la santé. Si nous sommes malades, soignez-nous. Et quand on se rend compte que ce sont des gens, en réalité, qui se sont mis ensemble pour pouvoir, excusez-moi le terme, tuer d'autres, est-ce que ce n'est pas grave? Tu sais, cette affaire de contractualisation, il faut faire extrêmement attention, parce qu'il y a eu des réticences au départ. Oui. Vous soupçonnez le sabotage? Mais qu'est-ce que vous croyez? Il y a des lobbies très puissants dans les centres de santé actuellement qui œuvrent chaque jour que j'écris pour que ce projet-là, ma foi, tombe à l'eau. Et les signaux nous viennent de tous les côtés. Oui, mais, les pratiques. Oui, mais je donne un exemple, Michel, pour dire que je ne suis pas d'accord peut-être totalement avec vous. Dans la contractualisation, il y a la pharmacie qui est dedans. C'est-à-dire que la pharmacie est gérée. Oui. Au CHU Sylvanus Olympio, quand vous y allez, la pharmacie qui est là-bas, il n'y a presque rien là-dedans. Mais ça, c'est les médecins qui ont saboté ça. Non, attendez. Mais écoutez. On vous prescrit une page de produits, vous y allez, vous n'avez qu'un seul produit. Attendez, mais tu as bien parlé. Laisse-moi t'expliquer. Allez-y. Il y a un chef pharmacien là-bas pour ravitailler la pharmacie. Non? Pourquoi elle est dégarnie? C'est tout un système, c'est un mouvement d'ensemble. Si vous allez, on vous prescrit, vous n'avez pas le produit à la pharmacie. Mais ma foi, quelqu'un est derrière vous pour vous dire que, lui là, ce produit. Oui, bien sûr. Et ça marche. Mais, attendez. La CAME qui est là, qui vend les produits génériques, disons les produits abordables à nous, le peuple d'en bas. Mais vous savez que les gens ne veulent pas que les pharmacies soient alimentées par la CAMEC. Les pharmacies des hôpitaux, je veux dire, par la CAMEC. Parce que ça ne va pas les arranger. Ça ne va pas les arranger. Des lobbies, oui. Tout puissant. Même avec les ramifications, au ministère même. Un peu plus avant. Aussi? Oui, au ministère, avant même. Le ministère, vous savez, il y avait un directeur de cabinet tout puissant. Je pense que c'est Biao ou quelque chose comme ça. À la santé. À la santé. Et on l'a vraiment parachuté entre-temps. Mais je vous dis que toute la mafia de la santé, c'était dans les mains de ce monsieur. Et pendant des années, comme il a des tentacules un peu partout, tout le monde fermait les yeux. Ceux qui sont chargés de traquer ce monsieur ne le font pas. Et donc, quand vous me parlez de pharmacie, mais on vous prescrit un produit, oui. Et juste après, on vous dit, ce produit-là... Non, celui qui vous le prescrit en même temps. Voilà, on vous met en contact avec quelqu'un qui doit... On ne nous laisse même pas le temps d'aller à la pharmacie. Tu sais pourquoi? On vous dit, celui qui vous trouver ce produit-là. Donc, c'est des pratiques nauséabondes qu'il faut combattre. C'est tout. Parce que si nous ne levons pas la voix contre ces pratiques, c'est nous, le peuple d'en bas. Il y a des gens, pour simple panari, oui, simple panari, on est à Val-de-Grâce, à Val-de-Grâce, cet hôpital est maintenant, du coup, on est à la salpêtrière. Simple panari. On évacue l'enfant ou le papa, ils sont là-bas. Mais nous, donc nous sommes obligés de hausser le ton. Parce que ça ne va pas. Mais bizarrement, c'est ceux qui se classent aussi dans la catégorie des prolétaires qui agissent ainsi au CHU. Non, ceux qui agissent ainsi, mais ce ne sont pas ils veulent s'enrichir. Mais ce n'est pas les menus frétins qui font fonctionner les choses comme ça. Ceux qui le font, mais ce n'est pas tout. Ils ne sont pas à ton niveau. Hein? Sinon, ils n'ont pas le poids pour le faire.
Comprenez. Oui, comme Michel l'a dit tout à l'heure, moi personnellement, la contractualisation, personne n'est contre. Moi, je suis pas contre la contractualisation, c'est une bonne chose, mais il y a beaucoup de choses à revoir de ce côté-là. On ne peut pas aujourd'hui parler de la contractualisation sans associer le directeur général du CHU, Sylvanus Olympio. Je sais de quoi je parle. Et il n'est pas dedans? Je dis n'est pas associé à la contractualisation. Mais comment ça? Posez la question. Bon, donc, au processus, non mais écoutez, je ne raconte pas ma vie. Donc, on ne peut pas aujourd'hui parler de contractualisation sans associer le premier responsable du plus grand centre hospitalier du Togo. Et il n'a été associé à aucun volet du processus de contractualisation. Il constate juste et puis il est dedans. Et il n'a pas été associé. Bon, à cette allure, c'est normal. Non, les gens viennent opérer, qui ne sont pas au courant. Non, mais c'est ce que je vous dis. Ça dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais vous allez à l'intérieur du pays et vous voyez tout ce que les gens ont, comme d'abord ambulance, comme infrastructure sanitaire. Ambulance, vous avez dit? Les CHP que vous avez, ou les JSP, les unités de soins périphériques. Oui. Allez voir dans quel état ces unités de soins périphériques se trouvent. Ou pour faire une piqûre aux gens, on prend du javel avec de l'eau, parce qu'il n'y a pas d'alcool. Mais comment est-ce qu'on peut vivre dans un pays où le système de santé est aussi défaillant? Même le Niger, où l'indice de développement humain est aussi bas que le Togo, a au moins des infrastructures sanitaires dignes de ce nom. Donnez-moi ici, au Togo, le nom d'un centre hospitalier digne de ce nom dans lequel vous pouvez travailler en toute sérénité. Au XXIe siècle. Moderne. Il y a des cliniques. Je dis moderne. Il y a des cliniques. Il y a des cliniques, mais il y a des cliniques dans lesquelles même les dimanches, vous n'avez pas accès aux soins. Et parce que tout le monde est à l'église. Non mais je suis sérieux. Je dis cela parce que ça m'est une fois arrivé. Je dis dimanche, vous faites le tour des grandes cliniques, on vous dit que le spécialiste est à l'église. Non mais, et puis vous me parlez de système de santé ici dans ce pays. Dans ce pays. Non mais franchement, il faut revoir cela. Et puis, il faut que les partis politiques cessent de pouvoir parler tout le temps politique. Ce qui se passe là, ça ne les intéresse pas eux. Mais les partis... Ça devrait les intéresser. Oui mais... quel parti a déjà sorti un communiqué dans ça, là? Dans cette affaire qui se passe? Mais vous avez envie demain de gouverner des gens qui sont malades, qui ont des prothèses périmées dans le corps, c'est ça? C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Moi, je m'adresse à tous les leaders politiques. Si des gens ont un minimum de conscience par rapport à la gravité de ce qui se passe, mais je pense que le minimum, c'est de pouvoir au moins sortir un communiqué pour demander une enquête. À ce jour, les gens sont plus préoccupés par réformes qui doivent venir de la CEDEAO, qui doivent venir de l'UEMOA, qui doivent venir du Conseil de l'Entente. Mais pendant ce temps, ceux que vous voulez gouverner là, ils ont des prothèses périmées dans le corps. C'est des gens c'est des cimetières que vous allez gérer demain quand vous serez au pouvoir. Bon, la parole est à qui veut. On va revenir sur ce sujet prochainement. Messieurs, merci beaucoup. Un autre sujet retenu ce matin, c'est la lutte contre la corruption. Ça vous a pas échappé que jeudi dernier, les stars du gouvernement togolais, à commencer par le chef du gouvernement, le premier ministre Selom. Non, oui, c'est lui. Selom. Oui. Ça s'appelle Selom aussi. Selom. D'accord. Comme Selom, avec les ministres et tout le Bataclan, était quand même dans un hôtel de la place pour lancer officiellement une campagne de lutte contre la corruption. Vous savez que depuis plusieurs années maintenant, on a mis en place la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Et cette campagne nationale de sensibilisation contre la corruption et ses corollaires a donc été lancée jeudi dernier. Alors, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de journaux en ont parlé ce matin. Le confrère Liberté s'est montré beaucoup plus coriace ce matin, parlant du folklore et des corrompus qui sont sous le régime de Faure Gnassingbé. Alors, la question elle est simple aujourd'hui, Michel. Est-ce une opération, on va dire, de charme ou un réel engagement des gouvernants à traquer les corrompus de la République? Je pense à les entendre parler, c'est un réel engagement. Ils veulent peut-être commencer à inquiéter les corrompus.
de la République. Vous n'avez pas tort. Je vais quand même citer quelques extraits du discours du chef de gouvernement, c'est l'homme comme Classou. Jeudi dernier, il disait « La corruption dissuade les investissements locaux et étrangers, occasionne des distorsions au niveau de la mobilisation et de la répartition des ressources, augmente les coûts de production, réduit la qualité des infrastructures de services publics ainsi que le volume fiscal. » Il ajoute « Nous avons besoin de tous les citoyens pour non seulement dénoncer tous les actes de prévarication, mais aussi appeler à refuser de participer à toute activité qui ne soit ni légale ni transparente. Endiguer ce fléau exige d'abord et avant tout un changement de comportement et de mentalité à tous les niveaux afin d'optimiser l'utilisation des ressources publiques au profit du citoyen. » Voilà. Très bien. Ça, c'est beau, ça. C'est beau. Mais voyons, lisons ensemble le tableau. Vous savez, la commission anticorruption n'est pas plus légitime que la Cour des comptes. Oui. Et avant la Cour des comptes qui chapeaute tout, il y a l'inspection générale des finances. Et après cette étape, il y a l'inspection générale d'État. Vous allez me dire... C'est tout un mécanisme. Ces institutions sont bel et bien là. Elles fonctionnent. Il y a des gens compétents qui travaillent pendant des années. Depuis des années, j'allais dire. Ils n'ont jamais arrêté un corrompu. On n'a jamais arrêté un corrompu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de corrompu. Attendez, donne-moi le temps un peu. Mieux, la Cour de compte a le droit de poursuite. Il suffit qu'elle interpelle, qu'elle fasse appel au procureur de la République pour traquer des gens. Mais depuis l'installation de la création, d'abord, cette haute autorité elle a été créée depuis des années. On a pris du temps pour l'installer, pour nommer. Et ça fait plus d'un an, ça fait bientôt 2 ans. Et quand vous voyez la manière dont elle déroule ses activités, cette haute autorité, bien sûr, on a l'impression qu'elle a eu vent que à partir de 2025, il y aura le début de corruption au Togo et qu'elle doit commencer à sensibiliser les gens. Ah oui. Elle doit dire... Moi, je voulais dire, est-ce qu'elle ne peut pas sortir un album avec un titre, par exemple, Togolais, ne volez pas. Mais, Michel, son nom dit... Sérieux, là. Moi, je suis sérieux. Ah, oui, pour jouer sur les radios, les télévisions. Mais son nom dit autorité de prévention. Et de lutte contre la corruption. Et de lutte. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas de corruption actuellement? Il n'y a pas de corruption actuellement. Il n'y a pas eu corruption. Normalement, les rapports de la commission des finances, comment l'appelle-t-on, de l'inspection générale des finances, l'inspection générale d'État, la Cour des comptes, ces rapports sont là. Elle peut commencer à prendre ces rapports-là, traquer des gens en entendant. La presse a fait aussi un grand travail. Un travail. Commencer à traquer des gens en faisant la sensibilisation. Je ne suis pas contre ce qu'elle est en train de faire là. Bravo. Et je n'ai pas à redire par rapport à la probité morale de tous ceux qui composent cette commission. Je n'ai rien à redire. Ils sont bons. Mais je vais leur dire que la manière dont les choses se passent, les Togolais ont l'impression que il n'y a pas de corruption au Togo actuellement, et c'est en 2025 qu'il y aura. Et donc, leur rôle, c'est de dire aux gens, ne faut pas voler, puis bon, non. Les rapports de la Cour des comptes sont là depuis des années. Mais prenez ça, poursuivez des gens. Commencez à voir clair dans ça. Vous comprenez? Et si on ne le fait pas, on attend que cette commission-là, je ne sais pas, en quelle année elle va commencer à inquiéter les gens. Mais ma foi, vous savez, je prends par exemple la commission, l'inspection générale des finances. Oui. Il y a quelqu'un qu'on a nommé dans ce pays, à ce poste-là, il a voulu secouer le cocotier. Ah oui? Vous savez ce qui s'est passé? Non. Les maïou, les fraudeurs patatés là, ils se sont organisés pour faire en sorte qu'on nomme ce monsieur ambassadeur au Gabon. Père son ami, il est mort. Ah, c'était lui. Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, et on l'a remplacé par un pantin, un monsieur qui... qui n'a pas de poigne. Si on ne veut pas, vraiment, le ministre, il a fait un discours. Moi, j'ai suivi ça, mais j'ai dit, mais non. Tout ce que nous... Mais si on ne veut pas
agir et on ne fait que nous servir, nous nourrir de discours. Non. Bien, il faut maintenant des actes, et c'est ce que vous réclamez. Oui, Sylvestre Béni, quel est votre avis là-dessus? Oui, vous savez, moi c'est avec un pincement de cœur que j'ai suivi ce folklore-là de la foi percée où on voit tout le Bataclan donc de la République déambuler et dire et de produire de beaux discours, mais finalement il n'y a rien dedans. Vous savez, et je voulais en fait rebondir sur la Cour des comptes. La Cour des comptes est dans ce pays, ça fait des années. Et vous savez, pour les campagnes électorales, il y a un plafond à ne pas dépasser. Bien sûr. Mais la Cour des comptes n'a jamais sorti un rapport qui puisse avoir l'assentiment des Togolais. Or, figurez-vous, dans le rapport de 2007 de la mission d'observation de la mission électorale de l'Union européenne, il est dit que le pouvoir togolais utilise les moyens de l'État et utilise beaucoup de millions pour ces campagnes. Mais jamais la Cour des comptes n'a dit un mot là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, on nous sort encore comme par magie et comment vous l'appelez Lucia, comment vous l'appelez déjà? Parce que déjà, d'abord, le nom me rappelle un joueur espagnol qui s'appelle Aspi Cueta, qui est passé par Marseille, qui est aujourd'hui à Chelsea. En fait, c'est un fin dribbleur, le joueur là. Donc, ça veut dire que ce qu'on a sorti là, si vous faites le rapport, vous verrez que ce ne sont que de bons dribbleurs. Il va encore dribbler le peuple togolais parce que il n'y aura rien qui va sortir donc de ce qu'on a Aspi Lucia. Je ne me sais pas même rappeler moi le nom à chaque fois parce que je ne sais pas ce que je vais faire avec tout ça là. Et figurez-vous, non, soyons sérieux, dans la constitution togolaise, notamment l'article 145, l'article 145 dit que le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, le président et les membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat et des directeurs des administrations centrales et des entreprises publiques doivent faire devant la Cour suprême une déclaration de leur bien ou avoir au début et à la fin de leur mandat aux fonctions. Oui. Qui l'a fait au Togo? Personne. Personne. Donc aujourd'hui, sur ce même plateau, nous avons parlé donc d'un ministre de la fois dernière qui est un magnat dans sa localité. Il a trouvé l'argent où? Dieu seul sait. Donc aujourd'hui, les gens viennent, ils s'enrichissent. 3 mois, tenant ministre en 3 mois, et ils retapent leur maison, ils font tout, mais finalement, ils trouvent l'argent où? Et même, figurez-vous, ces membres-là qu'on a cooptés pour faire partie donc, de cette commission pour la corruption, ils doivent nécessairement également déclarer leurs biens. En début, oui. C'est ce que la loi à la Cour constitutionnelle, la loi fondamentale, on devait le rendre public. Voilà, ils doivent déclarer leurs biens avant et après leur fonction, parce qu'ils ont occupé un poste où les gens peuvent facilement tenter, de leur corrompre. Donc ils doivent déclarer leurs biens avant et après leur fonction. Mais comme le président de la République ne l'a pas fait, le Premier ministre ne l'a pas fait, le pays est à volo, chacun peut faire ce qu'il veut. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi je dis, la Cour des comptes est là, n'a rien fait. Maintenant, seconde la Cour d'appel par une commission, la Cour des comptes par une commission de corruption, oui. Et finalement, vous verrez. Je vous dis, comment? Voilà, ça me rappelle ce joueur-là. Oui, vous avez raison. Bon, donc, il faudrait qu'à un moment donné, qu'on soit sérieux dans ce pays. Il faudrait évidemment qu'on soit sérieux dans ce pays. Si le chef de l'État veut véritablement qu'on n'ait pas de corrompus dans ce pays, il faudrait qu'on fasse bien les choses. Parce que on sait aussi ceux qui corrompent, on sait de quel camp ils sont dans ce pays. Voilà, je n'insinue rien, suivez mon regard. Oui, on sait ceux qui corrompent. Et les réseaux, ceux qui protègent les réseaux, on les connaît. Donc tout ça là, on connaît de quel camp ils sont. Donc ceux qui font tout cela, je vous dis que c'est du folklore, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien? Je vous dis, il n'y aura rien. Les 600 millions de la CAN, il y a le Premier ministre d'alors nous avait dit que personne. Oui, c'est la oui, ne laisseront une seule fois pas devant lui qui a poursuivi les gens. Personne. La route Lomé en point. Le ministre des Transports, il y a des millions qui se sont volatilisés. Qui l'a inquiété? Personne. Et là, c'est les mêmes qui sont assis là, la dernière fois, aux côtés du Premier ministre, et qui veulent parler de corruption. Je vous dis qui trompe qui dans ce pays. Il faut qu'on commence par arrêter d'abord les gens. Je vous dis, il faudrait qu'on commence par arrêter. Les autres. Il faudrait qu'on commence par arrêter ceux, et c'est la chose qui a des soupçons. Il faudrait que la commission commence par à enquêter à ce niveau-là. Sinon, je vous dis, un bon matin, on viendra nous présenter un petit commerçant de Decaux qui a corrompu un policier. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on va nous dire. C'est ce qu'on va nous dire. Alors qu'il y a des gens qui gagnent des millions par heure. Quel est votre avis ou analyse sur ce sujet-là? Cette commission, je pense quand même que son installation ou sa mise en place devait quand même aider les Togolais à voir clair.
dans la gestion de l'État. Oh non, moi je pense que c'est une institution de plus. On a constaté que dans ce pays, cette institution est née au lendemain du compte rendu de l'utilisation des fonds de la CAN 2017 et elle n'a rien dit. Oui, c'est vrai. Oui, mais elle n'a rien dit. Même pas un communiqué. Maintenant, pourquoi vous voulez que les gens soient aujourd'hui heureux parce que cette commission a commencé à faire le tour du Togo? Et puis le patron, je veux pour mémoire, le confrère, je pense, Fraternité qui avait relevé cela entre-temps, où le patron Uyao, le patron de cette commission, avait déclaré au détour d'une rencontre, je pense à l'ambassade de France, que le niveau de la corruption au Togo n'est pas assez grave. Ah non, je pense vous rappelez pas? Non, je pense quand même que cette phrase est assez grave pour lui-même. Parce que oui, mais je crois que cette phrase est assez grave pour le président qui incarne cette institution. C'est vrai que dans tout pays, on peut pas avoir un risque zéro en matière de corruption. On peut pas. C'est qu'il faut être un Robinson Crusoe sur une île pour dire qu'il n'y aura pas de corruption. Mais tant que les pays fonctionnent, il y aura de la corruption. Oui, mais on ne peut pas dire que le niveau auquel... Mais écoutez, quand vous participez à une Coupe d'Afrique des Nations simplement, où 600 millions disparaissent... Pour avoir joué 3 matchs. Pour avoir joué 3 matchs. En 2010, on n'a pas joué, mais on me dit que les fonds sont finis. On a fait les comptes au peuple, on dit qu'il n'y a pas de fonds. Mais on n'a pas joué, on a tiré sur nous. 2 morts, plusieurs blessés. Et en 2010, à Cabinda, oui, bien sûr. les fonds sont finis. Hein. En 2013 aussi, il y a 600 millions qui ont disparu. 600 millions disparus. Minimum. Voilà. Et la dernière fois, en 2017, on nous a fait le compte 600 millions disparus. Personne ne dit rien. On me dit que le niveau de corruption n'est pas assez grave au Togo. Non, mais je tombe des nues. Mais quand même, ça c'est juste le sport. On rentre pas encore dans les affaires de la nation. C'est juste le football. Le football. Oui, le football en plus. Juste seulement le football. Mais quand il y a trop de tergiversations autour des trucs comme ça, les gens vont dire que le niveau de corruption n'est pas aussi grave. Quand vous avez dormi dans les chambres en Afrique du Sud à 10 500 $ la nuitée, mais vous pensez que le niveau de corruption n'est pas grave avec les fonds de l'État, en pleine compétition de football. Et on me dit que le niveau de la corruption, peut-être que le président n'a pas encore connaissance des dossiers qui existent. On va lui rafraîchir la mémoire. S'il veut, non, la presse peut l'aider à prendre connaissance de ces dossiers qui existent et qui peut-être peuvent le faire revenir sur ces mots, parce que il faut aujourd'hui qu'il revienne sur ces mots. L'affaire de la route Lomé-Vaughan-Fond, 27 milliards passés par perte et profit, on en est où aujourd'hui? On nous a dit, c'est là où j'ai accusé par le passé le Parlement dans cette affaire. Michel l'a tout le temps dit. Mais quand quelqu'un vient devant vous et vous dit que, écoutez, cette affaire-là, l'entreprise a pris une partie des fonds pour s'équiper, alors que le jour de lancement des travaux, c'est la même personne qui a dit que c'est la meilleure structure qui peut faire le travail et qui a tous les équipements nécessaires. Et quelques années après, elle dit que non, l'entreprise a pris une partie des fonds pour s'équiper. Et la route, on ne l'aura jamais. On ne l'a jamais vue, cette route-là. Lomé-Vaughan-Fond. Les gens ont toutes les difficultés à rejoindre leur village, leur contrée, leur localité à cause de l'état défectueux de cette route. Et les 27 milliards à ce jour, personne n'en sait absolument rien. Pire, on vote un nouveau budget, on réaffecte une nouvelle ligne à la construction de cette route-là, on confie des travaux aux Chinois. Et les gens me disent que le niveau de corruption n'est pas suffisamment grave. Non, franchement, je pense qu'il y a un problème. Est-ce que la justice aussi n'a pas finalement un rôle à jouer dans cette affaire? S'auto-saisir, par exemple. Ça revient très très souvent, Michel. Mais ou bien le procureur, il attend que des gens viennent se plaindre d'abord. Si la Cour de compte qui a droit de poursuite n'interpelle jamais le procureur de la République, alors que le procureur de la République, il peut se saisir lui-même. Oui. Il faut s'auto-saisir. Nous, la presse en parle tout le temps. On n'a jamais mené des enquêtes pour voir si ce que la presse dit est vrai ou faux. Donc, le procureur de la, il est nommé. Peut-être lui aussi, il a. Est-ce qu'il ne faut pas quitter ce stade? Il a la queue entre les cuisses. Non. Bon, je ne sais pas. Parce que. On est procureur de la République. Moi, je dis une chose. On sert qui? L'État? Mais normalement, c'est l'État. Mais s'il ne dit rien, bon, je ne sais pas. Puisqu'il y a beaucoup de dossiers qui ont été suffisamment remués dans ce pays. Mais normalement, on attendait que le procureur de la République se saisisse pour voir clair. Mais non, c'est silence radio. On va revenir sur le sujet. Et puis, rassurez-vous, vous savez, on va revenir sur le sujet tout à l'heure après la pause publicitaire.
Merci de nous rejoindre sur Radio Taxi FM Lomé à l'heure de Taxi Presse avec mes invités Michel Tchadiawara, le vainqueur, Sylvestre Béni, la manchette et l'homme Atisogbe, la nouvelle tribune. Avant de les retrouver, nous avons au téléphone Amen Assignon. On retourne là, vous comprenez, à la rédaction de Taxi FM. Amen, bonjour. Bonjour Eric. Alors, vous vous préparez pour le journal à 12h45 tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Alors Eric, pour midi 45, on parlera de l'aide de l'État à la presse. L'enveloppe exercice 2017 est de 100 millions de francs CFA répartis entre 101 millions. Allô? Ça n'a pas augmenté l'enveloppe. Pardon? Allez-y. D'accord, donc je parlais de 100 millions de francs CFA, l'enveloppe exercice 2017 de l'aide de l'État à la presse répartie entre 101 médias, télé, radio, presse écrite. Donc nous reviendrons dans le journal sur les critères pris en compte par la HAC pour cette répartition. On ira à Baguida où se déroule la quinzaine des vacances. Les partenaires associés à cette fête foraine se disent satisfaits de leur participation à cette activité de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. On écoutera leur réaction. Le super champion du Togo, Koroki Metete de Tiamba, a encore montré sa suprématie devant Boumido de Palimé hier, 2-0. Vous l'avez compris, Eric, là on parle de sport. Bien sûr. Et puis on se rendra à Godrafort pour évoquer le tournoi de Yakaeke. C'est une initiative de Liberty Sport Academy. Voilà sommairement ce qui est inscrit au menu de Taxi Midi de ce lundi 17 septembre 2018, Eric. Merci beaucoup, Amen Assignon. On vous retrouve tout à l'heure avec toute la rédaction à 12h45. On revient ici en studio avec les confrères et nous continuons par parler de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les crimes assimilés. On évoquait le cas de la justice togolaise. Est-ce qu'elle n'a pas un rôle fondamental à jouer finalement dans la traque des voleurs de la République? Mais elle a un rôle. Mais je ne sais pas si elle ne le fait pas. Est-ce que nous avons les moyens de la contraindre? L'Assemblée nationale ne dit rien. La justice ne dit rien. Et bon, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous, médias, on a la force de contraindre ces institutions à vraiment descendre dans l'arène? Quand j'avais aussi suivi les commentaires qui faisaient, en tout cas, qui révélaient que M. Ouiao, le président de cette haute autorité, disait que le niveau de corruption n'est pas... Et bon, très élevé, n'est pas... C'est pas alarmant. Ouais. C'est pas alarmant. Il n'a qu'à nous dire, bon, on est à quel niveau? Est-ce qu'on est au niveau des Américains? On a au niveau de corruption des Américains, des Français? Bon, sinon, c'est simple de dire des choses comme ça. Parce que c'est des choses comme ça qui font que, déjà dans l'opinion, on pense qu'ils ne pourront rien faire. Oui, parce que justement... Dans l'opinion, déjà, les gens se disent que si le monsieur dit qu'il n'y a pas de corruption au Togo, ou même si elle est là, elle ne présente... Donc, en quoi les millions qu'on engloutit dedans, ça servirait à quoi? C'est pourquoi moi je dis, j'attends cette commission, cette haute autorité. Je veux voir que Dieu nous prête vie pour voir les pas qu'elle va poser. Qu'elle va poser dans cette lutte-là. Parce que, comme Béni le disait, il ne faut pas qu'un jour on nous dise que quelqu'un a pris 5 millions quelque part, alors que les gens gardent des milliards de ce pays. Attention, vous savez, le feu général Nyasingbe Yadima avait aussi mis en place en 2001, ça ne vous a pas échappé. Oui. Cette commission qui finalement a été engloutie par la corruption. Elle était empêtrée dans la corruption même. Ce qui fait que, à un moment donné, elle était... disons, elle servait juste à régler des comptes à des gens. On veut vous dire, on veut ceci de vous. Si vous ne voulez pas maintenant, on sort. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas cette peur-là aussi qu'on règle des comptes aux gens par cette commission? C'est pourquoi je dis, attendons de voir. On ne peut pas les prêter ces intentions. Mais c'est à nous, après, d'être vigilants pour voir les pas que cette commission va poser. Parfait. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, comme il dit que le niveau de corruption n'est pas élevé au Togo, alors que le chef de l'État lui-même, il recevait là, il installait le conseil présidentiel pour l'investissement, oui. Et lui-même nous a parlé de la corruption. Le chef d'État lui-même. Rappelez-vous. Oui, si, bien sûr. Et ce n'est pas à Ouiaou de le démentir son chef d'État.
C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Et les gens qui étaient à la présidence, ils sont sortis, ils ont été arnaqués à l'aéroport. Ça a coûté à des gens là-bas. Ah oui. Tout comme ce que le chef de l'État disait, on a voulu les montrer que ce que le chef de l'État disait, c'est ça. Ils ont été arnaqués. Arnaqués, oui. À l'aéroport. À l'aéroport. Voilà. Et que quelqu'un comme Yo dit que le niveau de corruption n'est pas élevé au Togo. Mais je vais lui donner un exemple. Ils n'ont qu'à commencer à réfléchir dans leur autorité là. Vous allez à Goulouvé. Vous voulez rallier Yoto. Il y a un pont qui est, si c'est de jonction entre les deux préfectures, limite Zio et Yoto. Il y a un pont qui fait 4 ou 5 ans. On a mis juste les piliers. Oui. Normalement, c'est un projet BIDC. L'entreprise qui a pris les travaux, je ne sais pas, elle a disparu entre-temps. Il y a encore du matériel qui existe là-bas. Ce que je dis, c'est, nous sommes sur ce dossier, nous allons, tu vas le lire. Et on a confié le rechargement de cette voie-là à GER. L'entreprise GER. GER a fait le travail arrivé. GER dit, bon, comme il y a cet ouvrage qui n'est pas encore fini, on ne peut pas faire le devis pour voir. Le ministre des Transports aurait dit à l'entreprise de ne pas regarder là-bas, que ce n'est pas son problème. Et aux dernières nouvelles, ce que nous apprenons, c'est qu'on va encore faire appel d'offres pour le même chantier. Ça veut dire qu'il faut mettre d'autres fonds. Double ou triple fonds pour le même travail. Et ce qui est grave, et c'est ce qui nous m'amène à encore continuer, je suis en train de mener l'enquête, ce n'est pas encore bouclé. Ce qui est très grave, c'est que l'entreprise qui a pris les travaux là-bas, pour monter les pylônes du pont, a dû bloquer l'eau du fleuve. Sans blague. Fleuve Hao. Oui, bien sûr. Et pour permettre de monter les... Après, comme les travaux ne finissent pas, maintenant, l'eau envahit tout le village qui est là-bas. Maintenant, la dernière fois, il y a eu 2 morts. 2 aides qui passaient la nuit, il y avait chaud, ils sont morts. Donc, l'eau est en train de détruire tout un village. Parce qu'on l'a bloqué, on ne l'a pas encore libéré. Le ponceau qu'on a fait pour essayer de drainer l'eau en attendant de faire, le ponceau est débordé. Ça veut dire qu'il peut céder entre-temps. Oui, bien sûr. Mais on continue. Voilà, si oui, on nous écoute, qu'il dit qu'il n'a pas, que le niveau de corruption n'est pas inquiétant, l'État va encore débourser de l'argent pour le même travail. Et pourquoi BIDC? Pourquoi? Ça veut dire que à un moment donné, l'employeur a constaté que comme les travaux, tu sais que on donne un temps pour consommer, comme le temps est arrivé, les gens là ont reculé, le financement est bloqué. Comment voulez-vous dans un pays qui se dit qu'il est sur la route de l'émergence d'ici 2030? Il faut les fondamentaux. Ça tient toujours en 2030 mais c'est ce que nous avons. Mais c'est à la mode. Ah, d'accord. Mais il faut les fondamentaux. On ne peut pas fermer les yeux sur la corruption et vouloir créer un pays émergent. C'est impossible. C'est impossible. D'accord, très bien. Oui, Sylvestre, le cas de la justice. Oui. Elle ne doit pas mettre son nez dans ce qui la regarde pas, en réalité. Avant même de revenir sur le cas de la justice, moi je voulais dire que cette déclaration donc, de M. Yao suffit pour le démettre. Non, mais la déclaration ne date pas d'aujourd'hui ou d'hier. Voilà. C'est une vieille chose. Moi, je rappelle juste. Voilà, donc quelqu'un qui a fait une telle déclaration et qu'on le propice à la tête d'une structure contre la corruption. Il était quand même le président avant de dire ça. Voilà. Donc ça suffit largement pour le démettre. Ça veut dire que le monsieur a déjà des préjugés, donc il ne pourra rien faire pour son mandat. Je suis désolé. Maintenant, pour le cas donc de la justice, je me demande si vous parlez de quelle justice. La justice togolaise? Non, elle ne pourra rien faire. On connaît comment fonctionne cette justice-là. Il suffit. Parce qu'elle pourra rien faire. Lisez le rapport 2013 du ACDH qui dit que certains juges amènent les dossiers donc au niveau donc des ministères, au niveau pour savoir ou pour avoir comment est-ce qu'il faut conduire le dossier. Mais lisez le rapport.
du HCDH 2013. Oui, mais le ministère public a le droit de savoir ce que je vous dis, le juge prend le dossier, il va demander avis du ministre, comment est-ce que moi, juge, je dois conduire ce dossier-là. Mais c'est le rapport qui le dit. Donc, dans ces conditions, donc, vous croyez que cette justice-là, où les gens sont protégés, peut faire quelque chose? Rien. La justice togolaise, on sait comment cette justice-là fonctionne. Rien du tout. Donc, n'attendez pas grand chose. Je vous dis, cette commission, et la justice togolaise, et les gouverneurs togolais, il ne faudrait rien attendre de cette commission. Et là, Mathis Ogbé, on passe à un sujet politique. Non, je pense, comme l'ont dit mes prédécesseurs, par rapport à ce qui se passe, bien évidemment, et cette haute autorité, on attend de le voir à l'œuvre. Michel l'a précisé. Et quand ça commence avec des déclarations aussi gauches par le passé... Si nous avons une justice qui travaille véritablement, est-ce qu'on aura encore besoin d'une haute autorité de prévention de... Non, je ne pense pas. Alors ça voudra dire que c'est la défaillance de la justice sur ce coup qui est en train d'être corrigé. Oui, mais si la justice s'auto-saisissait des dossiers, par exemple la route Lomé-Fouga-Enfoin, le procureur de la République ouvre une enquête et on auditionne des gens... Les 600 millions de la CAN 2017. On ouvre une enquête. Et pour vérifier si véritablement les gens font ceci, font cela. On parle de scandale de prothèses périmées. Voilà, la justice. Mais est-ce qu'on a besoin... une information judiciaire. Oui, mais est-ce qu'on a besoin d'une autre autorité de lutte contre la corruption? On n'en a pas besoin. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une défaillance au niveau de la justice on ajoute encore une institution pour le décor. Mais je suis désolé de le dire comme ça, c'est une institution pour le décor. Moi, je ne vois pas. À ce jour, je l'ai dit tantôt, la haute autorité de lutte contre la corruption, de prévention, on avait fait le rapport de la CAN 2017. Elle était là, elle n'a sorti même pas un communiqué. Mais si vous avez des institutions comme ça pour le décor, franchement, ça pose un certain nombre de problèmes. Très bien. On va parler maintenant politique avec la crise togolaise. Juste un mot avant de laisser aussi vous donner la parole. C'est la nouveauté de Taxi Presse, la parole aux auditeurs qui vont réagir sur ces sujets que nous avons mis au débat. La crise togolaise et ce qu'on est en train de voir depuis un bon bout de temps. Est-ce qu'il faut finalement, par rapport au statu quo qui demeure, Emmanuel, le président français, avait déclaré, vous vous rappelez, quand il était au passage au Nigeria, qu'il va falloir sortir du statu quo au Togo. Est-ce qu'il faut finalement douter de l'efficacité de la CEDEAO? Ça fait quand même près de 2 mois qu'elle a formulé des recommandations qu'on a du mal à respecter. Sylvestre. Oui, moi je crois que la CEDEAO, on a quand même trop misé sur la CEDEAO, mais je crois que ces numéros-là n'arrivent pas donc à jouer au loto, parce que la CEDEAO finalement amuse les Togolais, il faut le dire, parce que les gens viennent donc... il y a des internes climatisés au niveau donc le 2 février, ils sont là et bien vautrés, et après ils reprennent l'avion et puis bon, au revoir, ça fait encore la prochaine fois. Donc il y a rien à espérer aujourd'hui de la CEDEAO, parce que il y a bon nombre donc de politiques qui l'ont dit, même je vais parler donc de Yaoui Agbebo, qui lui était tellement très versé la dernière fois. Il avait même dit, voilà, qu'on a vu quand même le vieux dans cet état-là, parce qu'il a dit qu'à un moment donné, il voulait même prendre son sac et quitter la salle. Et il a ouvertement dit qu'on a amorcé, il y a une amorce donc d'échec donc au niveau de la CEDEAO, parce que les gens viennent, on leur pose une question, ils disent non, en réalité nous préférons, c'est pas là que nous sommes là, nous n'avons quand même pas les prérogatives pour le faire, attendez quand même que la facilitation arrive. Bon, tout compte fait, la facilitation va arriver dans quelques jours et on verra ce qu'il en sera, mais finalement je crois qu'il faudrait quand même que les Togolais comprennent qu'il revient maintenant à eux. Donc de reprendre peut-être de prendre les Togolais par les cornes, parce que on aura perdu du temps pour rien, je vous dis. Et là, j'ai l'impression que le régime le fait sciemment, parce que vous savez, aujourd'hui la question cruciale ou la question qui est sur le tapis aujourd'hui, c'est la réforme constitutionnelle et institutionnelle. Mais le régime togolais qui fonctionne un peu comme l'État d'Israël, parce que vous savez, quand il y a des problèmes entre l'Israël et la Palestine, oui, et ensuite qu'on sait peut-être les capitales ou autres, qu'est-ce que l'Israël fait? Ils vont arrêter peut-être 2 ou 4 du Fatah ou du Hamas, et là, ils abandonnent la question cruciale et discutent maintenant de la libération des détenus. C'est ce que le régime togolais fait également, parce que nous sommes en train donc de parler des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Entre-temps, ils vont arrêter des gens dans les maisons, on va leur demander de les libérer, ils vont prendre du temps pour le faire. Maintenant, c'est la CENI qu'on demande donc d'avancer sur fond de contentieux. Maintenant, les gens laissent donc les réformes constitutionnelles et institutionnelles pour parler de la CENI.
Voyez-vous. Donc, à chaque fois, ils tendent un appât à l'opposition et malheureusement, bon, les gens aussi tombent facilement donc dans le panneau. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, quels qu'en soient les cas, on doit faire ces réformes-là pour qu'on ne connaisse plus des lendemains sombres pour ce pays. Et là, je voulais également revenir en fait sur la démarche de ceux qui se réclament de l'opposition et qui sont à la CENI. Je vais parler donc de Obi Agbemekodio qui dit qui a ouvertement dit que la manière dont on est en train de conduire le processus là risque d'amener des lendemains sombres pour ce pays. Mais pourtant, le parti est bien installé à la CENI. Il y a également Jerry Taba qui dit que oui, que la manière dont les choses se passent, c'est pas bien, mais nous sommes dans le bus et puis nous irons là où ça va nous amener. Je vous dis, dans l'ouvrage de Amadou Kourouma, il a dit quand on refuse, on dit non. Oui, bien sûr. Quand on refuse, on dit non. Vous ne pouvez pas refuser et rester là, installé, et à dénoncer à chaque fois donc le processus. Si vous voulez, si vous avez quand même le minimum donc de courtoisie ou de bon sens avec ce peuple, c'est de démissionner pour mieux critiquer comme la CENI. En tout cas, aujourd'hui, Guillaume a été clair, il ne boycottera rien. Il n'y a pas question de boycott. Ne parlons pas de boycott. Ne parlons pas de boycott des élections. Nous disons que ces réformes-là doivent se faire nécessairement avant les élections. Revenons sur le cas de la CEDEAO. Est-ce qu'il faut déjà commencer par parler de l'échec de la CEDEAO de Mouhamadou Bouhari, celui-là qui a été vanté, dont on nous a dit que quand il viendra, le problème va être réglé, le président Faure Gnassingbé sera chassé du pouvoir. Est-ce qu'on doit commencer déjà par parler de l'échec de la CEDEAO? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut faire bas la terre par rapport. C'est vrai que... Un peu de retenue? C'est vrai que les attentes sont pressantes. Mais aujourd'hui, je dis qu'il faut faire bas la terre. Il ne faut pas juste accuser les gens qu'ils prennent des avions, qu'ils reviennent et qui... C'est pas facile de pouvoir gérer une facilitation dans un pays qui a connu beaucoup de choses. Et comme le Togo. Si personnellement j'étais à la place des émissaires de la CEDEAO, le problème togolais ne va pas se régler sur un coup de baguette magique. Les gens attendent qu'on dise à des gens de quitter ou de faire ceci, de faire cela. Mais ils oublient que le Togo est un État souverain d'abord. Mais quand les gens viennent, que les facilitateurs ont pris sur eux la volonté de nous aider dans les difficultés que nous sommes en train de rencontrer. Au départ de cette facilitation, les gens ne savaient même pas qu'on allait arriver à cette étape-là, où on devait recomposer la Cour constitutionnelle, où on doit faire les réformes avant le 20 décembre. Mais aujourd'hui, cette même CEDEAO, on est en train de la lapider. Je pense, en toute humilité, que les Togolais doivent quand même faire prendre patience, un minimum de patience. Parce que le travail que la CEDEAO est en train de faire... marquer le pas, c'est-à-dire qu'on est en train de traîner sur les choses. Non mais écoutez, la facilitation, les chefs d'État ont leurs problèmes. Mais la dernière fois, au Ghana par exemple, le président Nana Akufo-Addo, il était en Chine, avec ses pairs. 53 chefs d'État présents sur 54. Ça c'est un record. Et après il est rentré, il y a les obsèques de Kofi Annan sur 3 semaines. Et aujourd'hui, le Ghana est en difficulté, il y a la crise de la dette. La dernière fois, le président a limogé le ministre de l'énergie. Une première depuis qu'il a pris le pouvoir il y a 2 ans. Il a nationalisé 5 banques. Vous pensez que c'est des choses qui se passent dans un pays normal et que le président va se consacrer aux problèmes d'autres pays? Mais le gars n'arrive pas aujourd'hui à faire face à ses promesses de campagne. Les promesses qu'il a faites au peuple ghanéen, il n'arrive pas à les assumer. Parce qu'aujourd'hui, il a le poids de la dette. Il doit redoubler d'efforts de ce côté-là. Voilà, donc chaque chef d'État a des problèmes dans son pays. Mais vous pensez que Nana Akufo-Addo va laisser son problème? Le principal, la colonne vertébrale de tout pays, c'est son économie. Bien sûr. Et quand on vous dit qu'un président nationalise 5 banques dans son pays, vous constatez qu'il y a un problème. Le Ghana a du pétrole aujourd'hui, mais aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes. En Guinée, il y a beaucoup de problèmes aussi en Guinée. La crise sociale, etc. Mais les gens ne vont pas tout le temps sauter dans les avions pour débarquer au Togo parce que vous avez des problèmes. Mais chaque chef d'État a son calendrier. Et chacun marche en fonction du calendrier qu'il a. C'est pour ça que vous parlez de la terre aujourd'hui. Voilà, c'est pourquoi je dis aujourd'hui. Armons-nous de patience dans la résolution du problème togolais. Personne ne savait que cette feuille de route allait être comme ça. Est-ce que toi tu savais que dans cette feuille de route, on allait dire recomposition de la Cour constitutionnelle, qu'on allait dire la dernière fois de faire les réformes, qu'on allait dire que les chefs d'État vont envoyer, la CEDEAO va envoyer des experts pour contrôler le processus? Est-ce que les gens s'attendaient à ça? Non. Pourquoi aujourd'hui on lapide cette CEDEAO? La dernière fois, les émissaires qui étaient venus, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? La recomposition de la CENI. C'est un acquis. Oui. Est-ce que les gens qui étaient là la dernière fois, ils n'ont rien obtenu? Les émissaires qui étaient dans la salle, ils n'ont rien obtenu? Vous pensez qu'ils n'ont rien obtenu? Non, dites-moi si vous n'ont rien obtenu. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on va avoir une recomposition de la CENI. Grâce à quoi? Grâce à la rencontre de la dernière fois. Il faut ouvrir les yeux aux gens. Bien.
Michel Teda, sur ce sujet, avant de donner la parole aux auditeurs. Non, la CEDEAO est en train de faire son travail, on devait l'encourager, parce que le travail n'est pas encore terminé. C'est nous qui ne comprenons pas le fonctionnement de la CEDEAO. C'est ceux qui ne comprennent pas qui sont souvent surpris. Je me rappelle, j'étais avec mon confrère Béni sur une radio un peu avant le 31 juillet où il disait, oui, bon, la CEDEAO va arriver, le Fort Yassou ne sera pas candidat en 2020. Peut-être il ne maîtrise pas le fonctionnement de la CEDEAO. Il l'a dit, s'il se rappelle bien. J'ai dit non, la CEDEAO va arriver, il n'y aura rien, les Togolais vont continuer à vivre en paix, il n'y a pas de problème. Mais les gens, on a formaté la mentalité de certains Togolais, comme quoi la CEDEAO va arriver, puis ça finit, Fort Yassingbe va être chassé. Oh, non, il faut pas. Il faut faire ça. C'est une institution. C'est ça la source de la déception qu'on a aujourd'hui? Oui, on a des individus qui ont chauffé d'autres Togolais sur en tout cas, de fausses allégations. Parce que les gens croyaient que l'arrivée de la CEDEAO va dégager ici, vous restez ici, vous John dans le quartier, il va venir dire être réaliste. La CEDEAO, c'est une institution sous-régionale. Elle a son fonctionnement que les gens ne maîtrisent pas forcément. Et donc, les hommes politiques, surtout de la C14, aidés de certaines personnes, vraiment, ils ont chauffé à blanc leurs militants, pensant que la CEDEAO va venir un matin ici. C'est faux. La CEDEAO, son fonctionnement. C'est ce que mon confrère Elom disait. Il y a des choses qu'on ne dit pas comme ça. Il y a des choses qu'on ne dit pas comme ça. Il y a d'autres choses, on sait là où il faut les dire. Et puis c'est beaucoup, quand il s'agit de la CEDEAO, c'est beaucoup plus diplomatique. On ne raisonne pas comme les gens vont sur les médias au Togo, ils disent de n'importe quoi. Non, c'est pas comme ça. Et aujourd'hui, je pense si les chefs d'État, en tout cas facilitateurs, s'ils vont arriver, si les informations, viennent comme c'est dit, s'ils viennent comme c'est dit, je pense que tout le monde aura son œil, son oreille tendue pour voir ce qu'ils vont. Parce que actuellement, dans l'opinion, on a l'impression que ce sont des messies, c'est eux qui viendront décanter la situation. Mais dans tous les cas, ceux qui ont les oreilles pour écouter le langage diplomatique savent qu'il y a certaines choses que ce n'est pas à la CEDEAO de venir nous faire ici. C'est à nous, Togolais. C'est la classe politique qui règle le problème. C'est la classe politique. Si la classe politique est incapable de pouvoir discuter, parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et à un moment donné, la classe politique doit comprendre qu'au-delà de tout, comme quelqu'un le disait, normalement, les deux protagonistes, normalement, s'ils devaient signer un accord, il doit être perdant-perdant et profitable aux Togolais, au peuple. Alors, et donc, il revient maintenant à la classe politique de réfléchir profondément sur ce qu'il a de lui à faire, de ne pas lapider, comme le disait l'homme, la CEDEAO, de ne pas lapider non plus la CENI, qui est dans son rôle, qui fait son travail parce qu'on l'a donné une date butoir et elle est obligée de tenir. Le 20 décembre, voilà. Très bien. Alors, nous allons maintenant donner la possibilité aux auditeurs qui souhaitent intervenir sur les 3 points que nous avons évoqués ce matin. On a parlé de la santé, on a parlé de la lutte contre la corruption et puis un mot sur la politique. Nous avons notre premier auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour monsieur Eric. Oui, bonjour monsieur Kolani. Oui, non, moi je voulais intervenir. D'abord, il faut dire merci à vos journalistes qui se battent pour le peuple togolais. Oui. Mais c'est une question au niveau de la CEDEAO là. Oui. Mais il faut qu'on remercie la CEDEAO, monsieur Eric. La classe politique, ils ont échoué. Ils ont fait appel à la CEDEAO. La CEDEAO est venue. Ils seront obligés d'avaler cette pilule qui est amère. Ne pensez pas que cette feuille de route arrange unie ni la C14. D'abord, aujourd'hui, on veut nous amener des experts qui vont chapeauter notre CENI. Est-ce que c'est intéressant pour un pays, un État souverain? C'est ça. Est-ce qu'on n'a pas des experts togolais? Même vous-même qui sont vous les journalistes, vous ne pouvez pas former notre CENI là pour faire les élections transparentes dans ce pays? Non, vous savez, M. Kolani, oui? Le problème s'est posé en Guinée lorsque le professeur Alpha Condé, un opposant, c'est une autre personne qui était président de la CENI. Cette personne n'était pas guinéenne. Je vous attends mal.
Ah, bon, allez-y, nous vous écoutons, allez-y. Ouais, non, c'est pour vous dire que moi, sincèrement, on est aussi obligé de faire avec la CEDEAO. Oui. Et puis l'opposition, on les en prie, ils n'ont qu'à rejoindre. D'accord. Et quand il y a des difficultés, ces experts vont arrêter le fonctionnement de la CEDEAO et faire mieux. D'accord. Monsieur Kolani, merci beaucoup. On a compris le fond de votre pensée. On va rappeler les numéros. On a encore quelques minutes pour les auditeurs. 93 96 99 99. Ça, c'est le Togocel. Le 99 20 09 59, c'est le numéro Move. Il y a un autre auditeur au bout du fil. Pas encore. Alors, oui, si, bien sûr, il y a un autre auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour, monsieur Gator. Bonjour, mon grand citoyen. Comment allez-vous? Ça va? C'est monsieur? C'est monsieur Bosco. Monsieur? Bosco. Bosco, très bien. Nous vous écoutons, monsieur Bosco. Vraiment, les trois thèmes m'ont vraiment fait plaisir. Oui. Dans la mesure où les discussions étaient franches. C'est le lieu de remercier, franchement, monsieur Michel Sadia, qui, d'autres disent qu'il est du bord du pouvoir, mais moi, je le trouve parfois au beau milieu, au beau milieu. C'est-à-dire, des fois, parfois, il est dur envers le pouvoir, il est dur envers l'opposition. Courage et félicitations à lui. D'accord. Je veux qu'il continue comme ça. Ben, oui, rapidement, fondamentalement, monsieur Eric, oui. La feuille de route de la CEDEAO, c'est un acquis. Il faut faire un effort pour acter ça. La CEDEAO nous a délivré. Sinon, après 1000 ans, 100 ans, le régime là ne va jamais faire ça. La Cour constitutionnelle ne sera jamais réformée. Les institutions de la République, le cadre électoral, le régime RPT uni ne va jamais vouloir faire ça. Mais avec la CEDEAO, il faut que les opposants amadouent plutôt la CEDEAO font des pieds et des mains pour que ça soit acté dans notre constitution. Sinon, au-delà de cette étape, c'est perdu pour le Togo et définitivement perdu. D'accord. Il faut qu'il acte ça. Merci. Merci beaucoup, monsieur Bosco. Merci de nous avoir appelés. Peut-être avant que... Oui, allez-y, Sylvestre. Oui. En fait, moi, je voulais quand même revenir sur la cité. Vous avez donné une date que Michel... Le 20 décembre. Date butoir, vous avez dit, moi je considère cela comme une date toujours indicative. Donc vous avez donné une date. Malheureusement, on va devoir encore aller au téléphone puisque c'est l'heure des auditeurs. Allô? Ouais. Allô, bonjour. Je m'appelle... Monsieur? Ekpa. Monsieur Emma. Ouais, monsieur Emma. Allô? Oui, je voulais participer à l'émission. Allez-y, monsieur Emma. C'est monsieur Ekpa. Ah, d'accord. Oui, par rapport à la feuille de route de la CEDEAO, je vois que, bon, normalement, on doit, avant d'aller aux élections, on doit faire les réformes d'abord, changer la Cour constitutionnelle qui doit donner les résultats. Si on ne change pas la Cour constitutionnelle, bon, maintenant, pourquoi on va aller à l'élection maintenant? Qui va donner les résultats? Bon, troisième chose maintenant, la Constitution. On a du mal à vous écouter. Je pense que le réseau se dégrade. Non, le réseau se dégradé. On va aller vite parce que s'il y a un autre auditeur, on peut le prendre. Mais allez-y, Sylvestre Béni. Moi, je veux dire qu'ils ont donné une date indicative qui est le 20 décembre. Mais, et de l'autre côté, le pouvoir togolais est en train donc de foncer en ce qui concerne du moins le processus électoral. De l'autre côté, l'opposition dénonce en fait cette manière donc de conduire le scrutin. Et elle n'exclut plus désormais de renouer avec les manifestations de rue. Mais au-delà. Au bout du fil, allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Amouzou depuis Agbalepédo. Nous vous écoutons, monsieur Amouzou. Oui. Moi, j'aimerais intervenir au sujet de la CEDEAO là. Oui. Oui, moi, j'aimerais dire à nos politiques de laisser la main à la CEDEAO et de chercher le bien-être de la population togolaise, de la jeunesse togolaise. Que ce soit au niveau de l'opposition ou bien du parti au pouvoir.
Donc j'aimerais dire à l'opposition de laisser la CEDEAO nous donner ce qu'ils ont dans leur ventre, dans leur assiette. D'accord. Et pour l'avenir du Togo, les jeunes prennent le pouvoir. Merci. Merci beaucoup, monsieur Amouzou. On ne reçoit plus de coups de fil. Ça fait 4, c'est bon. On a épuisé notre temps. Oui, on va conclure maintenant rapidement. Voilà, donc au niveau donc, du régime, le régime continue donc pas préparer le scrutin sur fond de contentieux. Mais le ministre Barral a dit que le train est en marche, donc il faudrait que les autres puissent rejoindre le train. Mais il y a un problème parce que vous ne pouvez pas donner une date qui est le 20 décembre et vous ne faites rien. Alors que cette date-là approche, mais de l'autre côté, tout fonctionne comme sur des roulettes. Et figurez-vous ce que le ministre Raymond a dit hier sur une radio de la place, que la CEDEAO ne viendrait pas leur imposer une CENI. Mais il était où quand la CEDEAO a demandé d'arrêter les travaux de la CENI? Il était où? Donc voilà, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on ait des discours qui ne puissent pas quand même enflammer la situation pour qu'on puisse finalement sortir de ce bourbier-là. Et l'homme? Non, je pense qu'aujourd'hui, fondamentalement, il faut aller vers une CENI consensuelle et je pense que c'est l'avis de toute la classe politique actuellement parce que quoi qu'on dise, il va falloir qu'on puisse véritablement s'inscrire dans une logique sous-régionale, internationale avec des élections qui seront désormais classées et conformes aux standards internationaux. Et donc, dans les prochains jours, on va attendre comment ça sera recomposé la CENI parce que à ce jour, on ne sait pas encore comment ça va se faire. De toutes les façons, la CENI actuelle poursuit ses travaux et on ne sait pas d'ici demain ou d'ici après-demain, d'ici le 19 septembre, comme on l'a dit, que les facilitateurs viendront d'ici le 19 septembre. On va attendre aussi comment on va recomposer cette CENI-là, parce que comme on l'a dit, il y a des partis fantômes dans cette CENI. Oui, bien évidemment, c'est une réalité. Et il y a des gens qui sont également militants ou membres de la société civile, mais qui ont en même temps des cartes de militants de partis politiques. Et donc, tout ça, c'est à revoir. Et il va falloir véritablement qu'on puisse, au niveau de la CEDEAO, nous aider à avoir une CENI qui reflète toutes les sensibilités politiques. Michel. Non, moi je ne vais pas me répéter. Aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les acteurs politiques, comme ils refusent jusqu'à présent de se parler, de faire en sorte qu'il y ait quand même un sursaut patriotique pour que les deux programmes reprennent langue. Et moi je pense fondamentalement que c'est à partir de ça qu'on peut faire bas la terre et vraiment avancer véritablement. Parce que aujourd'hui, redescendre encore dans les rues, alors que les dernières manifestations projetées par, en tout cas appelées par la C14 n'ont pas donné, ça n'a rien donné. Et aujourd'hui, vouloir brandir encore l'éventail des manifestations, je ne pense pas que c'est là où se trouve, en tout cas, la solution. Si on veut faire pression sur le gouvernement, moi je ne trouve pas que c'est la voie idéale. Il vaut mieux aller à des négociations vraiment franches. Et surtout que tout le monde attend que les facilitateurs arrivent, même s'ils n'arrivent pas, s'ils donnent des consignes, s'ils en tout cas envoient leurs émissaires ici avec des consignes fermes, je pense que nous allons avancer pour que la quiétude continue pas à régner, pour faire en sorte que nous allions à ces élections-là. Quel est lieu le 20 décembre ou quel jour, dans tous les cas, c'est que les élections auront bel et bien lieu. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que si on ne prend pas garde, on risque d'aller à un référendum. Et donc, il revient aux acteurs politiques de voir, en tout cas, de savoir ce quel pied danser. Monsieur, voilà. Merci beaucoup. Avant qu'on se sépare, on a au téléphone Diane Agodo. Diane, bonjour. Bonjour Eric. Vous allez bien? Oui, ça va, un peu à la boue, en train de s'activer pour tout à l'heure. Bien sûr, puisqu'à 13h30, vous prendrez le contrôle du volant. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Bon, faut dire que c'est la rentrée, c'est la rentrée sur Taxi FM. Ça a démarré déjà depuis le matin. Et donc moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je viendrai à passer au 13h30 avec le tout nouveau programme de cette rentrée, c'est le jeu. On va faire un grand jeu avec une grande cagnotte qui va permettre aux auditeurs de pouvoir remporter la cagnotte, 50 000 francs dans la cagnotte.
Ça va être donc une énigme que je vais donner et les auditeurs pourront donc appeler pour donner les réponses. La personne qui trouvera la bonne réponse repartira aujourd'hui même avec les 50 000 francs. Comme ça, hein, on part avec 50 000 francs. Oui, c'est comme ça à donner, quoi. C'est c'est ça, Taxi FM aussi, hein. Ah oui. Nous, on est comme ça. Merci beaucoup, Diane. À 13h30 donc, j'invite les auditeurs, quoi, tout à l'heure à partir de 13h30 à être au rendez-vous. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Et bonne à bientôt, Eric, et bonne suite d'émission, oui, merci. Merci à tous les confrères, et l'homme Atis Ogbe, le patron du journal La Nouvelle Tribune, Sylvestre Denis, le patron du journal La Manchette, et Michel Tchadia, le patron du journal Ouara, les vainqueurs. Merci à Dia Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi, c'est Henri Gaton. On se retrouve demain, déjà à 7h, pour Taxi Media Show. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.